Salut Maud, Salut, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va, je suis ravi de t'accueillir. Alors, peu de coulisses, j'en donne un petit peu. On est super rushy, on va faire un épisode en vitesse super accélérée. On a pris un petit peu de retard avant. Et je suis trop content de voir, de savoir ce qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce podcast, c'est un podcast qui est à la base un podcast produit. J'invite depuis cette saison des cofondateurs, des fondatrices à venir me parler de produits à leur sauce. Et il y a une grosse spécificité chez Green God, qui est la boîte que tu as cofondée, c'est que le produit suit une mission, ce qu'on voit en vrai assez peu. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, soutenir une mission avec leur boîte. Réellement, tu vois, dans les faits, quand tu regardes un peu, que tu creuses, je suis pas sûr que toutes les boîtes, on pourra en parler, que toutes les boîtes servent vraiment une mission profonde et développent leurs produits en fonction de ça. Donc, trop content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous parler un peu et nous dire ce que c'est que Green God, déjà? Alors, Green God, c'est aujourd'hui l'outil le plus puissant à ton échelle individuelle pour limiter le réchauffement climatique, donc pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que très simplement, et on y pense trop peu, son argent à la banque, ton argent à la banque, c'est pourquoi tu vas travailler toute ta vie, il n'attend pas dans un coffre en lingots d'or, un type à la Picsou ou Lucky Luke dans le sous-sol de la banque, non. Il est investi, il permet à la banque de créer plus d'argent, enfin bref. Il permet à cette banque de financer, d'allouer des fonds à des projets, à des entreprises. Et aujourd'hui, nos banques financent surtout tout ce qui est donc actifs carbonés, donc pétrole, gaz, charbon en ton nom. Voilà. Donc si aujourd'hui, juste tu changes ton argent de banque et tu fais en sorte de t'assurer que ton argent ne finance plus les énergies fossiles, mais si possible en plus de ça la transition, tu as déjà fait un très gros pas dans ta transition. Donc c'est comme ça que, c'est avec ce constat qu'on est arrivé vraiment dans la banque. C'est pas parce que je venais de la banque et que j'avais des cofondateurs qui venaient de banque, mais parce que c'est aujourd'hui le plus gros levier à actionner. Et c'est rien de nouveau, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et donc très concrètement, Green God, c'est un compte de paiement, donc avec une carte bancaire, Mastercard et tout, et aussi une solution d'épargne et d'investissement, donc sous forme d'assurance vie, que nous avons lancée il n'y a pas longtemps, et qui est vraiment ce vers quoi on va aller de plus en plus, puisque l'investissement a encore plus d'impact, et puis il y a potentiellement beaucoup plus de milliards à la clé à réorienter vers la transition. Hyper clair. Je suis hyper content de voir comment tu as pu l'amener. Et tu as dit un truc, c'est que tu as bossé en banque juste avant. Ouais. Ça m'intéresse d'avoir ton raisonnement. Je pense qu'on va parler produits bien sûr et de tech, etc. juste après. Mais le truc méga important, si on parle de produit avec toi, c'est de savoir comment tu le portes, ce produit au quotidien, comment tu le développes. Et il y a une idée qui est venue à un moment, qui n'est pas une idée qui sort de nulle part. On voit qu'il y a un raisonnement derrière quand même, tu vois. C'est pas un raisonnement opportuniste, il y a un raisonnement logique fondé. Et tu as bossé en banque avant, donc tu as dû voir un peu tout ça. J'imagine qu'il y a un lien. Comment ça se passe de la genèse de cette idée à tu vois, la concrétisation? Tu te dis, OK, il faut qu'on y aille. C'est vraiment la question à 1 million d'euros. Que tu as à chaque fois en vrai. Ouais, et je pense que j'ai jamais rencontré, je côtoie du coup beaucoup d'entrepreneurs, et j'ai jamais rencontré vraiment d'entrepreneurs qui, je pense, donneraient une réponse très satisfaisante pour un podcasteur, intervieweur, parce que ça se fait jamais du jour au lendemain. C'est toujours un glissement et c'est toujours un peu flou dans la mémoire. Mais donc en gros, si on revient sur ma courte carrière, parce que j'ai commencé très tôt au Green God, donc j'ai commencé dans le luxe, et ensuite j'ai eu une opportunité pour aller en finance à New York, dans une banque française en l'occurrence. À ce moment-là, tout ce qui va être structuration de dette, des très gros projets pour des très grosses, par exemple, notamment compagnies aériennes. Mais à ce moment-là, je ne suis pas forcément très écolo. En tout cas, je suis sensible à la nature, je suis liée à la nature, je viens de Bourgogne, exactement. J'en suis très fière. Mais je n'ai jamais vraiment fait le lien entre le changement climatique et le réchauffement et ce que je pouvais voir déjà de mes propres yeux à l'échelle de ma courte vie. Et donc quand je vois tout ça dans la banque, c'est pas vraiment ça qui me fait tilter. Ce qui vraiment est le déclic chez moi, c'est la personne qui allait être mon associé, Andrea, que je rencontre aussi à New York, et qui pour la première fois en fait me fait ouvrir un rapport du GIEC. Et je me souviens très bien de ma première réaction pour le coup, qui a été: c'est pas possible, on me ment. Ce rapport est un mensonge. Okay. On peut pas être dans une telle catastrophe avec des dirigeants si intelligents, tellement plus intelligents que nous, que moi et tout, et aller aussi rapidement dans le mur. Voilà, c'était ma première réaction. Et ensuite,
tu cherches de plus en plus, tu te rends compte, merde, en fait, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, c'est très difficile. En tout cas, pour moi, c'était complètement impossible de se dire, ok, bon, bah, je referme le rapport et je retourne à ma vie. Donc, je suis entrée en France parce que mon père est tombé très malade, donc je voulais être avec lui. Et à ce moment-là, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, Andrea aussi rentre en France. Lui veut faire une entreprise à impact. J'en ai pareil. J'ai envie aussi de lancer une entreprise à impact. Et on regarde du coup, très rationnellement, qu'est-ce qui a le plus d'impact. Et très vite, on tombe sur l'argent, le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réorienter l'argent. Comment on fait? On le capte. On fait un produit B2C. Donc, c'est-à-dire, on essaye de vraiment mobiliser une masse, une foule, pour collecter l'épargne et vraiment le petit bas de laine de cette foule. Et ensemble, avec elle, construire un produit qui nous permette de réorienter des millions et des milliards un jour, puisque l'ambition est immense, vers la transition. Il y a d'autres idées, j'imagine, à ce moment-là qui émergent. Tu dis que la banque, c'est vraiment le meilleur moyen, en tout cas l'argent. Au-delà de la banque, ça pourrait être un autre usage. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui sont venues en tête? On a tout regardé. On a regardé l'industrie du transport, on a regardé l'industrie de la fashion, on a regardé l'industrie de l'alimentaire. Tu prends vraiment les plus gros postes d'émissions de CO2 de la France et du monde et tu regardes, et à chaque fois, tu as le même fil d'Ariane que tu remontes. Et c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi est-ce que cette entreprise se développe? Pourquoi est-ce que celle-ci qui veut bien faire les choses ne se développe pas? Qui accorde les crédits? Qui accorde les investissements? Pourquoi est-ce que les banques financent plutôt ce genre de projet et pas celui-là? Ah ben en fait, elles sont encore sur des logiques de révolution industrielle où il fallait qu'elles financent le charbon, ou alors, un peu plus tricky, elles ont encore à leur tête des personnes qui ne sont pas forcément très convaincues du changement climatique, ou même, c'est tellement des gros paquebots qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un à leur tête, et que la chaîne de décision est tellement fractionnée que personne ne se sent vraiment responsable de ce qu'il y a finalement dans le bilan d'une banque. Et donc tu te rends compte que c'est très bien, il y a plein de choses qui se font en écologie, il y a plein de militantisme, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais tellement lentement. Qu'est-ce qui leur manque à ces projets? Et à chaque fois, finalement, c'est des moyens. Il leur manque des moyens. Donc tu revenais sur l'argent à chaque fois. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les moyens. On est là, on gère aujourd'hui plus de 600 millions d'euros de transactions. On a plus de 90 millions sous gestion. Et qu'est-ce qu'on fait? On finance une cinquantaine de projets déjà. On finance le train, la construction du train. On finance l'agriculture durable, donc des fermes qui se tournent en agroécologie, en bio. On finance évidemment des énergies renouvelables. On finance la dépollution. On finance tout ça, qui sont des projets rentables aussi. Parce que j'ai une croisade personnelle qui est de faire en sorte de faire comprendre à tout le monde qu'aujourd'hui, la finance verte, finance écologique et tout ça, c'est très vu comme de la philanthropie. C'est du don. C'est-à-dire, c'est à la fin. Ok, une fois que tu as fait un peu ton rendement, ta perf d'épargne et tout, tu vas lâcher ton arrondi, tes petits euros dans un projet pour boire, je sais pas, les baleines, les tortues, enfin bref. C'est vraiment à la fin. Et sauf que c'est aujourd'hui une très mauvaise compréhension de ce qui se passe actuellement dans le milieu financier. Parce qu'il y a un très gros risque qui n'est pas du tout pris en compte, qui s'appelle le risque des actifs échoués. Pour faire très simple et pas rentrer dans les termes trop techniques. C'est pas un podcast de banque, mais t'as raison, faut y aller. Non, mais c'est très important. C'est en gros, aujourd'hui, la part des actifs carbonés, donc la part des actifs qui sont liés directement au charbon, au pétrole ou au gaz dans une banque, c'est en moyenne l'équivalent de plus de 95% de ses fonds propres sur les 60 plus grosses banques européennes. Ça veut dire que demain, si aller chercher ce puits de pétrole, aller creuser plus bas, c'est pas possible parce que ça demande peut-être trop d'énergie et que finalement l'éolien ou le solaire ou d'autres énergies sont moins chères aujourd'hui et du coup ça vaut plus le coup. Soit parce que les États qui ont tous signé quand même un accord contraignant qui s'appelle l'accord de Paris, finalement met en place ces lois qui dit finalement tu peux plus aller creuser plus loin. Soit parce qu'il y a un boycott général, soit parce que la mobilisation publique devient plus grande. Bref, tous ces actifs qui sont aujourd'hui, ces réserves qui sont aujourd'hui évaluées par exemple à 100, pourraient descendre à 20, 10, à 0. C'est ce qu'on appelle le risque des actifs échoués. Donc aujourd'hui, avoir son épargne liée à des actifs fossiles, non seulement ça ne rapporte pas plus, mais en plus de ça, c'est un très gros risque sur l'épargne, sur les banques, mais aussi sur l'épargne personnelle des petits épargnants comme toi et comme moi. Et ça, il y a beaucoup de rapports en ce moment de la LSI, du MIT, du Parlement européen, de l'Institut Rousseau, de think tank, qui mettent en avant ça, une crise qui pourrait être aussi grosse que la crise des subprimes. Donc on est vraiment sur une très grosse crise. Et donc aujourd'hui, investir dans la transition, mettre son argent au vert, c'est un réel double profit. Un profit
pour la planète, évidemment. Tu peux regarder tes enfants dans les yeux et tout ça. Mais c'est aussi un profit pour ton épargne. Parce que si tu y réfléchis bien, demain, en tant qu'investisseur avisé, est-ce que tu veux investir dans des industries qui sont de facto du passé et pour lesquelles tout le monde est en train de mettre des bâtons dans les roues, ou est-ce que tu veux que ton argent soit investi dans des industries qui, au contraire, vont avoir des autoroutes, vont être subventionnées comme pas possible, vont avoir de leur côté toute l'opinion publique et qui vont prendre des parts de marché monstrueuses, donc croître énormément. Donc, au-delà de la philanthropie et tout, aujourd'hui, c'est aussi une véritable opportunité financière d'investir dans la finance verte. Et en plus de ça, ça peut tous nous sauver, donc pourquoi pas, quoi. Bon, trop cool. C'est hyper cool d'avoir toutes ces explications sous-jacentes, ça va nous aider pour la suite. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu passes de Maud, qui est à New York, qui n'est pas forcément très consciente, ou qui n'a pas forcément une motivation extrême à se battre pour l'écologie, tu vois, à Maud, qui connaît tout par cœur, ce que tu viens de nous faire comme démo, quand même. Tu connais bien, on voit que tu as été bouquiné sur le sujet. Et Maud qui monte un produit, en fait, tu vois. Donc, si tu nous fais un peu, en vue macro, les différentes étapes, tu commences en 2020 à bosser sur l'idée. Ouais, alors 2020, on se dit, ok, on va se lancer là-dedans avec Andrea. La première chose qu'on fait, c'est aussi de trouver notre troisième associé, qui est notre CTO, parce que c'est un produit tech. Andrea, il a quel rôle dans la boîte ? Il est CEO. Ok. Moi, je suis présidente et CMO, et Fabien est CTO. C'est quoi la différence entre CEO et présidente ? CEO, c'est plus opérationnellement le dirigeant. Présidente, c'est plus officiellement le dirigeant. Ah, c'est marrant, je ne l'ai pas beaucoup vu en France. Je le vois aux US, ça, Ouais. mais pas beaucoup en France. On a eu l'idée en même temps, on s'est divisé les rôles vraiment sur un coup de tête une après-midi. Tu veux faire quoi ? C'est ça. Ouais, tu veux faire quoi ? C'est ça. Okay. Je vais être président. Ok, ça marche. Donc, vous constituez l'équipe ? Non, pas du tout. Pour constituer une équipe, il faut de l'argent. L'équipe cofondatrice. Ah oui, cofondatrice, évidemment. Donc là, on se dit, est-ce que tu es prêt à pas te payer et tout pendant longtemps et tout, parce qu'on va serrer les dents. Et ensuite, on commence à aller voir les investisseurs. Les investisseurs, parce que c'est un projet qui va demander beaucoup tout de suite, évidemment. T'as rien, vous avez rien. On n'a rien. Des recherches, quoi. Et qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Rien, du coup, évidemment. Je sais pas, peut-être. Il y a des gens qui n'ont rien, il se passe quelque chose. Quand t'as pas de track record, quand c'est ta première entreprise, quand en plus tu vas t'attaquer à un secteur qui a, lui, beaucoup d'argent, des énormes barrières à l'entrée, et que tu y vas avec l'angle écolo... Pour boire. Ouais, je t'assure qu'il n'y a pas beaucoup de répondants en face. Ok. Donc, on a des réponses en mode Mademoiselle, ce serait beau, mais l'écologie, c'est une mode. Ouais. Ou, non, mais enfin, pourquoi vous, tu vois, genre, enfin, l'acquisition, c'est monstrueux, ça coûte très très cher. Construire un modèle bancaire, c'est au-delà de l'argent, c'est réglementairement un enfer sur Terre. Et donc, très, très rapidement, on se rend compte qu'on va clairement pas être aidé. On se prend porte sur porte, claque sur claque. C'est très compliqué. Il y a le Covid en même temps. Bref, c'est pas une époque très heureuse. Et on se dit qu'il faut qu'on devienne une évidence. Et pour ça, il faut qu'on commence à créer notre communauté. C'est-à-dire que la logique est très simple. Si c'est le rêve de 3 personnes, ça compte pas. On est invisible, inaudible. Si ça commence à être le rêve de 10, 100, 1000, 10 000, 20 000 personnes, là on commence à être incontournable. Donc, très simplement, tu prends ta plume, tu ouvres un réseau social, celui sur lequel tu es le plus à l'aise. Et toi ? Et tu commences. Moi, c'était LinkedIn. LinkedIn, t'as commencé par LinkedIn, ok. Super écriture, j'aime pas trop. Enfin, tout ce qui est vidéo, poster tous les jours et tout, c'est plus difficile pour moi. Et sur LinkedIn, le post commence. Ça, c'est le problème. C'est pas normal. Voici la solution qu'on est en train de créer. Inscrivez-vous. Ouais. Voilà, liste d'attente. Fameux framework PAS. Vraiment très simple. Et là, 100, 1000, 10 000. Tu postes tous les jours ? Ah non, pas du tout. Non, je poste une fois tous les, je sais pas, 2 semaines. À l'époque, une fois toutes les 2 semaines ? Ouais, même plus, 4 semaines et tout. Ouais. Ok. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une très grosse appétence du marché. On se rend compte qu'on est un projet qui est très attendu et on est un projet qui est très soutenu. Et là, tu vas voir les investisseurs. Combien de temps il se passe entre le moment où tu commences à poster 6 mois. Donc 6 mois, tu fais que poster. À côté, j'imagine que tu commences quand même à concrétiser un peu le truc. C'est ça. Tu commences à construire des choses ou... On ne fait pas que poster, on fait en sorte d'avoir plusieurs canaux d'acquisition de leads, donc en fait de créer cette communauté. C'est aussi beaucoup de rencontres, enfin bref, tu parles de ton idée à tout le monde, c'est de voir quelles portes s'ouvrent et tout. Tu as une page, une waiting list pour aller chercher, sortir les abonnés de LinkedIn et les mettre quelque part dans un petit réservoir en disant... Tu as un site internet, à ce moment-là donc, tu cliques, tu laisses ton nom, ton prénom, ton adresse mail, très simple. Okay. Et nous, on les nourrit en plus avec une newsletter où on dit on a fait ça et tout. On leur raconte tout. On est 100% transparent. Donc building public. Vraiment. La galère, c'est ça. Ok, on va être en retard de 6 mois. Ok, en fait, on va être en retard de 1 an.
ok, en fait, c'est 2 ans et demi notre retard. Enfin, vraiment. Et pourquoi ? Parce que à chaque fois on soulève un tapis, il y a encore plus de poussière, c'est encore plus crade, c'est encore plus carboné qu'on ne le pensait. C'est incroyable et tout. Enfin, vraiment, on est très clairement arrivé très... je sais pas si naïf, c'est le bon mot, mais en tout cas... j'ai l'impression de pouvoir, je ne suis pas mère, mais j'ai l'impression de pouvoir faire le parallèle un peu avec quand tu deviens parent. J'ai l'impression que les parents ne sont pas du tout au courant de ce qui les attend. Je pense que c'est à peu près ça l'entrepreneuriat. Et c'est normal, c'est tant mieux. Ne sois pas au courant de ce qui t'attend parce que ça va être très difficile. Donc, on constitue cette communauté, on construit tout notre public. En parallèle, on revient voir des personnes qui ont un peu d'argent, qui s'appellent les business angels, qui croient en nos valeurs. On en trouve des gens complètement fous pour être avec nous. De nouveaux ou d'anciens qui avaient dit non ? Non, des nouveaux. Des nouveaux, ok. Ouais. Et c'est une poignée. Hein. Et à ce moment-là, donc, on constitue la première équipe. Et là, pareil, on a 1 an et demi de construction et tout. On change de partenaire. Enfin bref. Tu lèves combien de temps, combien d'euros au premier round ? On lève 300 000 euros en equity. Ouais. Et ensuite, on ouvre un BSAR. Donc en tout, on a levé 600 000 euros sur le premier round. 600 000 premier round. Tu commences à construire l'équipe. En parallèle, Exactement. Est-ce que tu as des agréments, des choses à passer ? Oui, évidemment. C'est quoi l'agrément ? T'as différents agréments, mais en gros, nous, on est agent prestataire de paiement. Ok. Voilà, donc ça a été aussi une longue histoire. Mais on reviendra plus tard. On reviendra plus tard, en effet. Ouais. C'est ce qui fait que tu peux pas utiliser n'importe quel terme quand tu parles de Gringot. Aujourd'hui, toi, tu parles de quoi ? D'un compte bancaire, c'est ça ? J'ai dit compte de paiement. Compte de paiement, j'ai dit compte bancaire. Non, tu peux pas trop dire compte bancaire. Donc c'est compte de paiement. Tout ce qui est banque, t'as pas le droit. Non. Voilà. T'es pas une banque parce que tu peux pas prêter de l'argent. T'as pas l'agrément pour. Je suis pas établissement de crédit. T'as pas un bilan pour faire un crédit. Ouais. Exactement. Ok. Tu sais tout ? Non, mais j'ai bouquiné un peu. Ok. Donc, on lève des fonds, on construit le produit. Ça prend tellement de temps parce que tout est... Bref, beaucoup de portes, beaucoup de déceptions et tout, beaucoup de rebondissements. Et finalement, on lance le 20 juin 2022, donc ce sera bientôt notre date anniversaire. Et là, raz-de-marée. Il y avait tellement... En fait, on pouvait... La taille de l'équipe n'était pas sizée pour pouvoir onboarder. Amortir tout ça, ouais. 5000 personnes en une journée, par exemple. Combien t'as... Je sais pas si tu peux communiquer les chiffres, d'ailleurs. Sur la waiting list, au moment où tu le lances, il y a combien de personnes ? On a un peu moins de 30 000 personnes, 25 000 personnes. C'est costaud, ouais. Et tu sais c'est quel est le taux de conversion des gens que tu arrives à convertir le jour du lancement ? Alors, le jour du lancement, en fait, justement, on a mis une énorme barrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que tu trouves un code. Ah. On a fait une chasse au trésor. Pourquoi ? Pour limiter, en fait. On ne pouvait pas prendre le risque d'avoir, imagine... Non, mais... Exactement, mais on purpose vraiment, hein, parce que 5000 personnes qui ouvrent un compte, si, je sais pas, il y a un bug même sur 10% des gens, 500 personnes à gérer sur un customer care où on est 5, tu vois. Au niveau de la compliance aussi, derrière il y a une validation qui est humaine, c'est légal, c'est réglementaire. Donc c'était, je pense, le meilleur moyen de casser ton expérience client, de casser toute ta valeur, ta marque et tout en une journée. Et de créer beaucoup de déceptions. Donc on a préféré créer de la frustration en amont. En plus de ça, évidemment, ça a fait qu'on a beaucoup parlé de nous. T'as un effet qui se coule, hein, forcément. T'as de la déception, donc, les gens en parlent et ça te fait quand même de la visibilité. Exactement. Donc on a été vraiment l'objet de désirabilité sur un compte bancaire, en plus un compte de paiement. C'était assez incroyable. Ouais, mais c'est sympa. Des personnes avaient des codes et tout. Il y en a une, elle a essayé 120 codes, 120 fois le code. On a eu la première minute, plus de 2000 tentatives de connexion. La première minute, c'est fou sur un compte. Est-ce que tu ferais ça, tu vois, pour Non, je ferais pas ça. Désolé. Donc on a eu énormément d'engouement et on a lancé il y a pas longtemps donc notre assurance vie, notre premier produit d'investissement. Et pareil, on a eu un engouement qui était monstrueux avec un nombre d'assurances vie. Pour te donner un petit peu un ordre de grandeur, notre partenaire avec qui on fait l'assurance vie, qui est Generali, quand on a commencé à travailler avec eux, on aura fait un prévisionnel, un business plan. Et avec quelques dizaines de milliers d'assurances vie ouvertes sur l'année, ils nous ont dit, alors là, pas du tout, franchement, impossible. Vous nous divisez ça par 5. On a en nombre d'assurances vie ouvertes ? Ouais, en prévisionnel. J'ai rien dit, vous ne ferez jamais ça. On a fait ce qu'on avait prévu de faire en 1 an, on l'a fait en 2 mois. Ok. Voilà. Et pas le diviser par 5, hein, l'original. Donc ça, le pouvoir de la communauté est absolument incroyable. Et justement, ton sujet, c'est le produit. Le pouvoir de notre communauté aussi, et de comment on l'organise pour être sûr que chaque produit qu'on développe a son go-to-market, a son product market fit. C'est fondamental pour nous. Ça dérisque énormément tout ce qui va être gestion de projet et tout. Et en plus de ça, ça nous permet d'être sûr d'avoir une adoption très rapide et une désirabilité, parce qu'autour, évidemment, on fait toujours un beau lancement
en communication, en marketing et tout. Et tout ça, en fait, c'est avec des listes d'attente qui nous permettent, nous, d'avoir un véritable entonnoir, donc de toujours gérer l'expérience utilisateur, et en même temps de savoir quelle est l'appétence. Est-ce qu'il faut qu'on... Là, on va sortir les comptes joints, par exemple. C'était quelque chose de très demandé. Il y a plus de 25 000 personnes aussi sur la liste d'attente, contrairement à d'autres features où il y a plus, 5 000 ou 7 000, et du coup, qui sont peut-être un peu derrière dans les priorités. Parlons-en. Ouais, qu'est-ce qu'on fait hyper cool comme transition. Donc, en effet, ce que je comprends, c'est que tu as un levier énorme, c'est cette audience ou communauté. Je sais pas comment tu l'appelles, il y a toujours un peu ce distinction entre les deux. Toi, j'ai l'impression en effet que c'est communiitaire dans le sens où est-ce qu'il y a de l'échange entre les gens? On fait des pots et tout. Ouais, donc il y a vraiment. C'est vrai que j'ai entendu ou lu quelque part qu'il y a une soirée où tu es arrivé, il y avait beaucoup de monde et tu t'y attendais pas en physique. J'ai plein de questions. La première, c'est, tu vois, donc on se disait un petit peu au début de l'épisode, il y a des produits à mission, et là où je trouve que le tien est vraiment une super illustration de ça, c'est que toi, tu vas vouloir servir une cause avec ton produit, quand d'autres vont vouloir servir une opportunité marché, ils ont envie de se faire de l'argent en tant qu'entrepreneur, donc voilà, l'ascenseur social, enfin il y a plein de raisons. Mais toi, tu as quand même un truc de... Tu es quand même en train de réinventer un produit qui est un produit qui est vieux comme le monde, l'usage du compte de paiement, pas bancaire. Il y a des boîtes comme Conto qui ont voulu revoir justement l'expérience historique qui était un peu archaïque chez les vieilles banques, les banques traditionnelles. Toi, est-ce que aujourd'hui tu pilotes cette boîte en te disant écoute, moi le sujet c'est la mission, ou est-ce que tu es aussi en train de travailler sur l'expérience qui peut être un argument, tu vois, auprès de tes utilisateurs en disant Green God, c'est à la fois ce produit qui me sert à investir pour la bonne cause, mais aussi un truc qui est vachement plus rapide, vachement plus friendly, avec une huile dingue. Comment tu vois le truc? Je pense que la grosse malédiction aujourd'hui des produits ou des projets éthiques, écolos et tout ça, c'est que justement ils ne mettent aucune énergie, soit par manque de moyens, soit par justement par motivation un peu bizarre de il faut pas marketing, il faut pas que ce soit design, il faut que tu souffres. Il y a un côté un peu flagellation, et il faut que tu souffres quand c'est l'écologie. Moi, je milite vraiment sur l'extrême. Moi, je pense qu'au contraire, mon rêve demain, ça serait que les gens viennent chez Green God parce que c'est le meilleur produit sur le marché, et qu'ils oublient même que ça soit écolo. Je te prends l'exemple de Veja. Veja, rarement ils communiquent. Oui. Rarement ils communiquent sur tout ce qu'ils font en écologie, tout ce qu'ils font sur leur chaîne de valeur et tout, alors qu'ils sont, pour le coup, très exemplaires là-dessus. Mais pourquoi tu viens chez Veja? Avant tout pour le style, avant tout parce que c'est la mode et tout ça. Green God, nous, depuis le départ, on a voulu un produit qui soit désirable. En aucun cas, on a voulu un produit, il fallait que tu envoies une lettre parce que, je sais pas, ça économise... un peu d'électricité ou je ne sais quoi et tout. Non, c'était très important de faire en sorte qu'on atteigne plus que ce petit noyau de personnes très écolos qui sont déjà très loin dans leur tradition, qui ont des toilettes sèches et qui élèvent des chèvres dans leur sac. Nous, l'idée, c'est d'être mass market parce que nous, on aura un réel impact, parce qu'on aimerait peser en termes de 1, 2, vraiment des pourcentages sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Parce que la finance a cette magie incroyable, c'est qu'elle peut avoir un impact au-delà de nos frontières. Donc on peut avoir un impact bien supérieur à celui de la France. Donc pour ça, pour attirer les gens, pour les garder, il faut que ça soit cool. Ouais. Et on milite pour une écologie joyeuse. On milite pour qu'au contraire, ça soit désirable. Moi, je pourrais en parler des heures sur la communication. Moi, tout mon enjeu, c'est de faire en sorte que tu viennes pas par devoir, mais que tu viennes par envie. Que tu viennes pas par bâton, mais par carotte. Et donc, c'est très important pour nous, pour un produit écolo, d'avoir un même niveau de standard en termes de features, en termes d'innovation, en termes d'expérience, en termes de UI, tout, que les autres applis bancaires, évidemment. Tu parlais de ta communauté tout à l'heure, donc j'imagine que c'est hyper utile d'avoir un accès direct à des utilisateurs parce qu'ils sont engagés pour faire évoluer ton produit. Avant, comment ça se passe, tu vois, de l'idée au produit et maintenant dans votre développement produit? Est-ce que vous avez des routines de dialogue, tu vois, fréquentes avec vos utilisateurs, soit à des moments particuliers parce que vous lancez quelque chose, vous voulez tester les features, ou alors juste parce que vous faites ce qu'on appelle de la discovery continue, de la découverte continue auprès de vos utilisateurs, parce que vous voulez continuer à vous nourrir d'eux pour savoir ce qu'il y a à améliorer. Comment ça se passe dans le concret, dans tes équipes? Il y a beaucoup de choses. Le cœur de tout ça, c'est le service client, qui est dirigé par Adèle, qui fait un travail absolument incroyable.
donc qui va vraiment rassembler tous les retours utilisateurs, parce que nos utilisateurs, notre communauté nous parle énormément. Elle nous parle pour nous dire bonjour le lundi matin, elle nous parle pour nous envoyer des photos de ses vacances. Via l'appli ou via mail? Mail, chat, réseaux mail, sociaux, tout. ok. Franchement, on est vraiment très très multi-point avec eux. Vous collectez ça répond ou comment ça se passe? Tu collectes un peu tout ça ou c'est vraiment un peu, pour l'instant, ça sort de partout et vous faites comme vous pouvez? Alors, on collecte pas, mais en revanche, on fait en sorte de faire un suivi. C'est-à-dire que si une personne va nous remonter par exemple un bug ou une idée et qu'on la met en place et qu'on le résout, on met toujours un tag et un rappel pour lui renvoyer un message et lui dire ça y est, c'est fait, ou merci, on a pris en compte ton feedback et on a mis ça en place. Donc là, tu as un wow effect qui est assez monstrueux à chaque fois. Et comme beaucoup de gens participent, beaucoup de gens se wow effect. Tu as aussi une roadmap publique. C'est-à-dire qu'on a un Trello, je ne sais jamais comment on dit. Trello. Ouais. Où il y a tout ce qui a été fait en termes de features, tout ce qui est actuellement dans le backlog, tout ce qui est à faire. Tu peux voter. Tu peux t'inscrire sur les listes d'attente à ce moment-là, donc faire grossir, donc faire monter. Et tu peux aussi ajouter des commentaires pour mettre toutes tes idées de features qui manquent. Ça, c'est extrêmement participatif, c'est parfaitement à jour. Tous les jours, on regarde, tous les jours, on fait les remontées et tout. Donc, tu as ça. Tu as ensuite les listes d'attente. Les listes d'attente, quand tu t'y inscris, tu as des nouvelles du développement du produit. C'est pas vraiment très régulier, c'est vraiment quand il y a une nouvelle annoncée. Mais tu es au courant de tout. Et ensuite, tu as ces pots, donc où on rencontre les utilisateurs, où on les invite à prendre une bière avec nous. Donc là, évidemment, je peux te dire qu'on a énormément de retours à ce moment-là, en mode putain, ça c'est trop cool, ça j'ai vu ça, je sais pas, chez Conto et tout, ça serait génial. Ça, est-ce que vous allez faire ça? Enfin bref, c'est là, beaucoup de toute l'équipe dans ces pots pour pouvoir prendre des retours, ou vous êtes que quelques-uns? Il y a une grosse partie de l'équipe. Après, on est très remote comme équipe, donc il y a certaines personnes qui quelquefois sont là ou quelquefois sont chez elles avec leurs enfants. Et le but de ces pots, c'est d'améliorer le produit ou juste d'engager ta communauté et de pouvoir les voir? Au-delà d'engager même, c'est de les remercier. C'est de les remercier parce que ce rêve qui est complètement fou et cette ambition qu'on nous a beaucoup reproché, on m'a beaucoup dit toute ma vie que j'étais beaucoup trop ambitieuse. Je pense que c'est tout l'inverse d'un défaut, au contraire. C'est grâce à eux. C'est vraiment le fait que ce soit devenu leur rêve, leur projet. Et ils nous donnent un tel niveau d'amour et de support dans un moment où quand même le projet qu'on est en train de faire est très difficile. L'entrepreneuriat, c'est très difficile. C'est pour ça que quand tu me dis des entrepreneurs qui font ça pour l'argent, pour tout ça, franchement, je vois pas comment est-ce que tu tiens 5 ans au départ sans te payer, parce qu'en tout cas, nous, ça a été notre réalité. On s'est pas payé pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, on n'est même pas le plus gros salaire de notre équipe. Je suis à 45 000 euros par an. On a des salaires évidemment bien plus élevés pour les techs, par exemple. Donc, le faire pour l'argent, sachant que ta chance d'exit est quand même très fine. J'ai des amis qui gagnent beaucoup mieux leur vie en ayant continué sur le parcours un peu classique. Ouais, classique. Ouais. Je pense que ça dépend du... Bon, on va pas faire débat sur ce point-là, mais je pense que ça dépend du type de boîte que tu montes aussi. Toi, tu montes une boîte qui est ambitieuse, qui est dure à monter. T'as le bootstrap, t'as des choses qui sont beaucoup plus simples et tout. Et voilà. j'ai des amis aussi comme service, ça et tout. Tu vois. Mais ça reste difficile pour tout le monde. Ouais, non, mais même si ton produit dur. crache vite et tout, ça reste difficile pour tout le monde. Et donc moi, je pense que je suis pas assez motivée par l'argent pour pouvoir perdurer dans le temps pour ça. Donc il faut une mission qui soit un peu plus... qui me tienne plus à cœur. En l'occurrence, avoir un impact positif sur le monde, je vois pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas de plus fort pour moi. Donc oui, on est en perpétuelle discovery avec notre communauté. On fait faire quelques workshops aussi, quelquefois qu'on a des features ou des pages. Par exemple, on a un impact board, donc c'est-à-dire qu'on a une page où tu vois tout ton impact. Ça, c'est jamais vu, c'est nulle part. Comment est-ce qu'on l'organise, qu'est-ce qu'on fait et tout, c'est toujours en perpétuel mouvement et chantier. Donc on a beaucoup de workshops. Tu me parles de ça 2 secondes, c'est quoi l'impact board? Alors, donc nous, notre application, ça se présente comme une home où tu vois tous tes comptes, un onglet carte où tu vois ta carte, un onglet compte où tu revois tous tes comptes, tu peux ouvrir ton assurance vie, tes tirelires, ton compte joint et tout. Et le dernier onglet, c'est l'onglet impact. Donc ça veut dire qu'est-ce que ton argent, en étant chez Gringot, a permis de faire, très concrètement. Okay, et donc là, c'est les tonnes de CO2 évitées, mais c'est aussi les tonnes de plastique ramassées, c'est aussi les kilos, les mégawatts produits en énergie renouvelable qui ont permis de remplacer du charbon. C'est dans ce pays-là, on a fait ça, avec ce monsieur, on a fait ça, dans cette ferme-là, en France, on a fait ça. Enfin bref, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de métriques, il y a beaucoup de KPI. Comment est-ce qu'on les présente? Comment est-ce qu'on fait pour que ça vive? Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes puissent retenir au moins 1 ou 2 choses pour en parler à leurs amis? Bref, c'est un très long chantier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et tu sais qu'il faut toujours
le faire le plus simple possible. Donc voilà, on est toujours en échange avec notre communauté là-dessus. Mais oui, donc il y a des canaux directs via le mail et Customer Care et tous les messages. Il y a une plateforme plus participative, par exemple avec Trello. Il y a tout ce qui va être vraiment entrer dans le cœur avec la liste d'attente. Et il y a plus ponctuellement donc des pots où on parle en direct avec nos membres, et ce sont les membres les plus engagés d'ailleurs qui viennent, quoique on a aussi des gens qui ne sont même pas clients chez Green Dot qui viennent juste pour apprendre à nous connaître et voir s'ils viennent clients. Bon, ils viennent souvent clients après. Et après, on a des choses encore plus focus en termes de workshop avec nos utilisateurs. Hyper intéressant. On a fait un beau petit tour de comment vous vous organisez sur le produit. Pour compléter ça, aujourd'hui, en juin 2024, l'équipe produit tech ressemble à quoi ? Si tu peux nous en parler un petit peu. Alors, l'équipe tech, elle ressemble à un CTO qui a beaucoup de tech sous lui. C'est-à-dire, il y a combien de personnes ? On a 11-12 personnes. Ouais. Et on a un designer. Ok. Pas de product manager, juste designer ? Basta cosy. Basta cosy. Ouais, ok. c'est tout. Pourquoi ce choix ? Tu as une idée ? Alors, on va chercher un product manager, évidemment, mais c'est des personnes c'est des métiers, des postes qui coûtent très très cher. Et il te faut quelqu'un. Enfin, il y a vraiment une vraie step entre quelqu'un de peu expérimenté et tout, et quelqu'un qui va être une rockstar, notamment en fintech. Donc, aujourd'hui, on est encore sur des produits où c'est plus la simplicité qui va nous driver et tout. Mais quand on aura plusieurs produits d'investissement, plusieurs comptes qui vont cohabiter et coexister ensemble, je pense qu'à ce moment-là, on fera entrer vraiment quelqu'un qui, et on l'espère, amènera une nouvelle vision de l'UX, et qui fera vraiment les choses différemment et proposera quelque chose de très différent et nouveau, comme on n'a jamais vu ailleurs, ni chez Revolut, ni chez Trade Republic et tout. Mais aujourd'hui, là, on est plus en mode vraiment bataillon, quoi, vraiment équipe de combat pour délivrer très rapidement des choses, parce qu'on a une communauté qui attend beaucoup de choses et tout est long, en tout cas trop long selon moi. Tu nous en parles de ça ? C'est quoi les prochains gros sujets sur lesquels vous bossez ? Compte commun en juillet. C'est quoi compte commun pour les gens qui sont en couple, mariés, en coloc, ce que tu veux. Si tu veux un compte avec plusieurs cartes. D'accord. Ça fait plus d'un an et demi. C'est techniquement dur à sortir ? Ouais, tout est long. Ouais. Pourquoi ? Mais t'as tellement de edge case. Tu te rends pas compte. Et un exemple par exemple de edge case et si la deuxième personne churn et que l'autre personne ferme son compte et l'éjecte, tu vois. Enfin, t'as plein de choses, c'est presque exponentiel. Et l'autre chose qui va sortir là, c'est l'assurance vie, mais découplée. Ça veut dire que tu n'auras pas à avoir un compte courant Green Dot pour avoir l'assurance vie. Aujourd'hui, l'assurance vie est accessible que si tu as un compte courant. C'est une question que je me suis posée en téléchargeant l'app, parce que j'ai commencé à ouvrir, je me suis dit mais il faut que j'ouvre un compte, et je vois qu'il y a l'assurance vie, c'est pas mal, est-ce que j'ouvre les deux et tout, donc très bon point, écoute, tu vois. Donc l'assurance vie, parce qu'en fait on se rend compte que c'est extrêmement demandé, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir leur argent, que c'est vraiment quelque chose qui est, en termes d'éducation financière, qui est en train de se développer en France, et beaucoup de personnes qui évidemment de ta génération, de ma génération, enfin on est de la même génération et des générations d'après, qui veulent des performances, mais qui veulent pas non plus que leur argent finance un truc qui est pas en adéquation avec leurs valeurs. C'est-à-dire qu'elles veulent pouvoir se regarder dans le miroir, elles veulent pouvoir dire à leurs enfants qu'elles ont fait un truc et qu'elles sont pas en train de détruire l'eau, la terre, l'air, tout ça. Hyper clair. Un petit détour sur les sujets de modèle économique et de pricing. Donc le modèle, j'imagine que c'est un abonnement. Chaque mois, vos utilisateurs, clients, payent 6 € par mois. 6 € par mois. Ça, c'est pour le compte de paiement. J'ai du mal avec ce terme. Je pense pas que la SAPR nous écoute, mais s'ils nous écoutent, en effet, il faut dire compte de paiement. Ok, compte de paiement. C'est 6 € sur le compte de paiement. C'est 6 € par mois, oui. L'assurance vie, c'est le même modèle ? L'assurance vie, non, on est sur... Donc l'assurance vie, il n'y a pas de frais ni d'entrée ni de sortie. Ça, c'est offert, c'est gratuit. L'assurance vie, nous, on prend un frais sur les assets under management, c'est-à-dire sur le montant que tu vas placer sur l'assurance vie, que tu vas investir. Okay. On est en tout là à 1,6% par an. Pour te donner un ordre de grandeur, dans une banque traditionnelle, en plus d'avoir des frais d'entrée, donc un pourcentage sur ce que tu mets à l'entrée, un pourcentage sur ce que tu vas prendre à la sortie, c'est en moyenne 3,5% d'asset under management, de frais de gestion. Donc, on est moins cher. Pourquoi ? Pourquoi c'est si peu cher ? Parce qu'on a
pas envie de détrousser les gens on est là pour prendre juste ce qu'il nous faut, pour un jour être rentable, payer les salaires, avoir un business model sain et viable. Mais on n'est pas là pour prendre plus que ce qu'il nous faut. Et je pense que c'est pas du tout ni... c'est pas vivable, c'est pas pérenne, ni même pour les grosses banques actuellement. Et elles sont en train de se faire chahuter méchamment par des petits acteurs comme nous qui sont en train de leur dire mais ça n'a aucun sens de faire tout ça. Au contraire, c'est même quelquefois un peu malhonnête. Comment vous avez déterminé ce pricing ? Est-ce que tu l'as fait un peu, allez, on lance et on verra et on augmentera s'il faut, etc. Ou est-ce qu'il y a eu une étude un peu plus détaillée pour le déterminer ? Alors oui, évidemment, il faut que tu sois pas trop loin du benchmark. Donc d'autres acteurs, par exemple digital, sur l'assurance vie. Après, encore une fois, il y a aussi une approche très bottom-up qui est de savoir la taille de l'équipe, c'est ça. Aujourd'hui, notre besoin en fonds de roulement, notre besoin de liquidité, c'est ça par mois, ça par an. Où est le bon équilibre ? Tu l'as fait par l'approche des coûts, du coup, plutôt ouais. Ouais. Et du marché, évidemment, pour pas être hors sol. Ouais. Il n'y a pas eu d'études, tu vois, il y a plein de possibilités de créer des pricing. T'as pas été t'embêter là-dessus au début Non, on se prend pas trop la tête là-dessus. Ok. Il y a une partie où tu es très forte mode. Juste une ? Certainement plus, mais je te connais pas assez. Mais en tout cas, une qui est visible. Pas pour être à l'heure, dis-moi. C'est vrai. C'est pour distribuer ton produit, donc ce qu'on appelle vulgairement le go-to-market. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Je crois que tu cumules un peu plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn. Je crois que c'est pas loin sur le compte Green God d'Instagram. Donc vous avez une vraie force. Et pourtant, moi aussi, je suis à fond les ballons dessus et je suis vraiment loin de toi. Donc je vois vraiment que vous êtes très fort. D'ailleurs, tu m'as fait marrer parce que je crois que dans un des podcasts, et je pense que c'est Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, tu dis quand même un post de moins de 1000 likes, c'est pourri. Moi, c'est concrètement ce que j'ai de mieux. Donc voilà. Non, mais on n'est pas sur les mêmes ranges et c'est hyper intéressant de voir comment tu fais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres entrepreneurs qui voudraient, je parle pas forcément que de LinkedIn, mais lancer, tu vois, une audience, une communauté ? Parce que toi, tu as réussi à maîtriser ça vite. Alors, on pourra toujours dire, c'est parce que c'est des sujets qui touchent les gens, etc. Non, il y a aussi une stratégie derrière, il y a une façon de le faire. Il y a une authenticité, tu vois. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ça ? Qu'est-ce que... Alors, premièrement, je voudrais dire que quand vous faites des posts qui sont en dessous de 1000 likes, c'est très bien. Et je veux pas du tout être condescendante là-dessus. Moi, je l'ai très mal pris. J'avais hâte de te voir pour te dire que c'était pas sympa ce que tu dis. Je suis désolée pour ça. C'était pas ce que je voulais dire pour de vrai. Alors, la question c'est comment est-ce que tu crées une communauté, c'est ça, à partir de rien. Et comment est-ce que tu te lances ? Je dirais que après quelques années de réflexion sur les plus gros freins à l'entrepreneuriat, je pense qu'on passe tous par le même moment qui est le ridicule, notamment la peur du ridicule. Quand tu commences une entreprise, que tu n'as jamais fait ça, que tu avais un petit taf ou un taf bien, je sais pas, qui était bien dans ta vie en tout cas, et que tu as, non pas, même c'est pas la peur de tes amis, c'est plus la peur de tes connaissances. C'est la peur de tes potes, enfin de tes connaissances d'école, de tes anciens collègues et tout. Quand tu fais le premier post pour annoncer que, je sais pas, tu vas faire des éponges en forme de cœur ou créer une banque, ou, enfin, ce que tu veux. Je pense que le plus important, c'est de se rappeler que se mettre en fait, à la place des gens, ça c'est de la communication. C'est vraiment arriver à se mettre à la place des gens et à être très sincère avec ce que les gens pensent. Et si tu te mets à la place des gens et que si un jour tu vois un post LinkedIn d'une de tes anciennes connaissances d'école ou de collègues qui se dit moi je me lance et je vais faire des chaussettes rouges, à aucun moment tu te moquerais, non ? À aucun moment tu trouverais ça ridicule. Ou alors si tu dis ça, c'est bon, il faut que tu aies des trucs aussi à régler chez toi. Donc personne ne va se moquer de vous. Et si des personnes se moquent de vous, c'est des personnes en tout cas avec qui vous avez plus envie d'être et que vous avez plus envie de côtoyer. Donc c'est très important de se rappeler que le ridicule ne tue pas, au contraire. Mais au contraire, c'est même le plus gros frein de notre vie. On a trop peur de ce que les gens vont penser, alors qu'ils ne pensent rien de vous. Je suis désolée de vous dire. Mais vous n'êtes pas au centre. Je n'étais pas au centre de l'attention de toutes ces personnes. Et j'ai commencé à me faire remarquer juste quand les gens ont commencé à aimer. Quand les gens ont commencé au contraire à créer une communauté, à se dire que c'est aussi leur projet, leur rêve, et donc quand ça a commencé à décoller en fait. Donc n'ayez pas peur du ridicule, au contraire lancez-vous. Et comment est-ce qu'on se lance ? Ne faites pas
souvent aussi, ce que j'ai vu en communication et dans les premiers postes, quand on est tout début de l'entrepreneuriat, c'est les communications qui sont très corporate. Comme on imagine que Nestlé ou Danone ferait sa communication. Cher réseau, je fais ça, la taille du marché X, enfin bref, voilà. C'est pas des choses dont on va se rappeler et c'est pas des choses qui vont nous toucher. Pensez à des choses qui vont faire vibrer la personne en face de vous. Pensez à qu'est-ce qui vous a touché et qui va certainement toucher les autres. Quelle histoire vous allez raconter? Parce qu'on est tous des grands enfants, on a tous envie d'histoire. Les films sont des histoires, les video games, les livres et tout ça. On a envie, on ne se souviendra jamais d'un discours, on ne se souviendra jamais de chiffres, on se souviendra toujours d'une anecdote, d'une histoire. Et encore plus, on se souviendra toujours d'un ressenti que la personne en face, en écrivant ou en parlant, nous aura fait vivre et ressentir en l'occurrence. Donc, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ressentir à l'autre personne et quelle histoire vous voulez raconter? Et à partir de ce moment-là, vous verrez très rapidement, notamment sur LinkedIn, les gens sont très gentils et vous soutiendront. Après, sur Twitter, je sais pas. Moi, j'ai jamais été, donc je peux pas vous dire. C'est quoi ta strat actuelle d'ailleurs de go-to-market? LinkedIn, ok. J'ai vu que vous étiez présent sur Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais pour faire de l'acquisition? Ouais. Alors les réseaux sociaux, ça a été très puissant au départ. Aujourd'hui, c'est notre communauté qui drive énormément l'acquisition. Beaucoup de bouche à oreille. Bouche à oreille et référol, donc parrainage. Ça, c'est très très fort chez nous. On a un gros taux. Après, les pubs, on n'en fait pas du tout. Très très peu. Vraiment en retargeting à la toute fin et tout, parce que on est sur un produit qui demande tellement de confiance, tellement de légitimité, de crédibilité, que si tu nous découvres via une pub, et il nous faudra, je sais pas, 20 touchpoints, 50 touchpoints avant de te convaincre. Et au contraire, on va même dégrader l'image de la marque. C'est beaucoup plus fort si c'est un ami qui t'en parle, c'est beaucoup plus fort si tu vois quelqu'un que tu aimes et que tu admires qui en parle. Donc là, pour le coup, on développe aussi tout ce qui va être la stratégie des Key Opinion Leaders, donc des personnes qui sont leaders d'opinion, qui vont parler de Green Got et tout, donc de manière rémunérée ou pas d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de personnes qui parlent de nous parfaitement gratuitement. Parce que c'est pas des ambassadeurs, c'est ça que tu dis, hein? C'est des sortes d'ambassadeurs, tu vois. Par exemple, quand on a lancé le compte de paiement, donc il y avait Lucie Bache qui a créé Too Good To Go, Justine Hutto de Respire, Arthur Aubeuf de Time for Planet, qui sont des amis aujourd'hui, mais qui étaient aussi des personnes qui étaient très engagées et qui ont voulu soutenir ce projet. T'as aussi des artistes, des comédiens, des humoristes, des influenceurs, des créateurs de contenu, enfin bref. Donc c'est aussi ça quand tu commences à créer un projet qui a du sens et qui n'est pas juste une opportunité de marché. T'as beaucoup de personnes qui viennent vers toi parce qu'elles ont envie aussi de donner du sens à leurs actions. Hyper clair mode. Va falloir que je te laisse filer bientôt. Dernière question, est-ce que tu as un truc à nous recommander, un livre, quelque chose pour des gens qui voudraient se lancer, pour des gens qui veulent entreprendre, qui font des produits vraiment masse large? En livre qui va vous faire du bien. Livre ou tu sais quoi, ce que tu veux. Ouais, un truc qui t'a inspiré en tant que fondatrice. Deux choses. La première, le livre. Alors, l'accent est un peu naze, mais Vas-y. The Hard Things About Hard Things. C'est pas trop mal. Bon, je pense que tout le monde te le conseille. Très important. Quand vous galérez, que vous êtes bien bas là. J'ai toujours pas lu, moi. Hein. Ah, mais lis-le. En fait, c'est les trucs qu'on dit le plus que je lis pas. C'est bizarre, mais vu comme il est recommandé, je pense qu'il faut y aller. Ouais. Et je pense que la deuxième chose que je recommanderais, c'est vraiment plutôt un exercice de pensée. C'est quand vous, en tout cas pour les personnes qui veulent faire du B2C, un peu plus de mass market et tout. Qui est dur. Ce qui est dur, c'est vraiment deux choses, je dirais. La première, c'est quand vous êtes dans le métro, dans le bus, n'importe quoi et tout, ou devant la télé, devant un ordi. Quand vous voyez une pub, un contenu, et du coup que vous vous arrêtez sur ce contenu parce que vous la voyez, vous l'entendez, c'est de vous poser la question très sincèrement, pourquoi je me suis arrêtée? Pourquoi est-ce que j'ai regardé? Pourquoi est-ce que ça m'a fait rire? Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? Et donc vous allez très rapidement monter en compétence et comprendre que votre produit ne doit pas juste être beau, pas du tout. Moi au début j'ai fait un truc, c'était du verre mais criard comme pas possible avec bref, je voulais un truc beau mais j'avais pas du tout conscience que un verre chimique comme ça pour les valeurs que j'étais en train de promouvoir, c'était pas l'idée du tout, tu vois. Donc quelle couleur, quelle intonation, tu vois, par exemple moi j'aime bien faire des blagues, mais je suis un produit bancaire. Donc un produit bancaire, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils aient confiance dans notre institution. Donc on ne doit pas être perçu comme les rigolos du coin non plus, tu vois. Même si ça peut aujourd'hui faire une très grosse, je dirais, awareness
ou une notoriété sur les réseaux, il faut faire très attention aux vanity metrics comme ça. Imagine, par exemple, je fais des mèmes quelquefois sur TikTok, ça me fait 5 millions de vues, génial. Bon, vanity, ça me rapporte rien en business, on s'en fout et tout, tu vois. Et ça peut détruire ta confiance si et t'en fais ça trop. peut aussi éroder ma marque. Produit. Fais attention à qui tu mets devant la caméra. Est-ce que si moi, pour le coup, tu vois, je suis un petit peu la porte-parole de mon entreprise, j'ai deux gros, j'allais pas dire problématiques, mais en tout cas, deux choses qu'il faut que j'arrive à surmonter, c'est le fait que je sois jeune. Donc ça, il faut. Voilà, je suis pas un vieil homme barbu qui pourra inspirer la confiance comme ça. Moi, là. Et je suis une femme. Rarement, les femmes ont dans la société la place des personnes qui conseillent en finance. Okay. Donc, donc, comment j'arrive ? J'arrive en costume. Souvent, j'ai même des petites lunettes, alors que je porte pas de lunettes. Donc, je fais très attention il faut vraiment faire très attention à qu'est-ce que tu vas envoyer comme message et surtout quel message tu vas envoyer par-delà. Et ensuite, reviens en arrière et vois comment est-ce que tu le fais. Et ça, c'est un exercice de pensée que je fais, moi, automatiquement. C'est toujours quand je regarde une pub, quand je vois un contenu et tout, c'est pourquoi ça m'a attiré, qu'est-ce que ça me fait ressentir, est-ce que la marque ici est érodée ou au contraire renforcée, et comment est-ce que je pourrais l'appliquer chez moi. Trop bien. Merci Maud pour ta venue sur le podcast. Avec plaisir. C'était très cool de t'accueillir. Et écoute, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de Gringot dans les mois qui viennent. On a hâte de t'accueillir en tant que client, évidemment. Forcément, avec sa prospection. Évidemment. À très vite, salut Maud. Salut.